Place à notre invité, Maître Jean Kopane Makambo, avocat au barreau de l'Équateur et de Kinshasa Matete. Avec lui, nous parlons des pratiques des visas instituées par les chefs de juridiction des cours et tribunaux. C'est un mécanisme de contrôle ou une forme de corruption. Alors, bonjour Maître. Bonjour Madame la journaliste. Alors, la toute première question est d'éclairer nos téléspectateurs, ceux qui ne sont pas juristes, qui aimeraient comprendre pourquoi on vous présente vous-même pour le compte des deux barreaux. Oui, la loi organique sur les barreaux autorise aux avocats d'appartenir à plusieurs barreaux au même moment. Donc moi je suis du barreau de l'Équateur et de Kinshasa Matete. Donc c'est la loi qui a voulu cela. Donc j'avais commencé ma profession au barreau de l'Équateur et le fait que je suis venu m'installer de manière permanente à Kinshasa, il fallait prendre des trucs complémentaires dans un des barreaux de Kinshasa. Voilà pourquoi je suis aussi au barreau de Kinshasa Matete. Est-ce que, n'est-ce pas parce qu'à l'Équateur, il n'y a pas de dossiers qui payent? Pas forcément comme ça. Kinshasa, c'est un grand centre. Kinshasa, c'est la capitale de notre pays. Les dossiers sont partout. Et vous trouverez que même les confrères qui sont à l'Équateur, ils vivent bien. Ceux qui sont à la Mongala, ceux qui sont à Kolwezi. Donc, c'est une question de choix. J'ai fait le choix d'appartenir à deux barreaux. Voilà. Ce n'est pas forcément parce qu'à l'Équateur, il n'y a pas la vie. Non, non, la vie est là aussi. La vie est partout. Oui. Maître, en 10 ans de service acharné dans votre profession, vous avez eu à vous confronter à cette difficulté. Aujourd'hui, on utilise le mot difficulté parce que beaucoup de juristes commencent à débattre sur la question des visas institués par les chefs de juridiction au niveau des cours et tribunaux qui remplacent carrément les plénières en ce qui concerne les décisions judiciaires et même au niveau des parquets. Est-ce que c'est une pratique légale? D'abord, moi, je vous remercie parce que c'est important qu'on puisse lancer un débat sur la question des visas des chefs de juridiction. S'il faut en parler, sur le plan de la légalité, il n'y a aucun acte, aucune disposition légale qui autorise cela. Parce que les différentes lois, tant de la procédure que les lois organiques qui organisent les compétences et le fonctionnement des différentes juridictions, prévoient que lorsque vous saisissez un tribunal, soit en matière pénale ou en matière répressive ou en matière administrative, le dossier est attribué à une chambre. La chambre veut dire qu'à une composition, soit de 3 juges ou de 5 selon les cas, et l'affaire est instruite devant cette chambre-là. Il n'y a que cette chambre-là qui a suivi l'instruction de l'affaire, que la loi reconnaît le pouvoir de clôturer les débats, de se retirer, de délibérer et de revenir rendre la décision. La pratique selon laquelle, lorsque la composition rédige une décision à prononcer, avant de la prononcer, il faut la déposer au bureau de juridiction qui doit viser. Qui doit relire. Bon, viser, c'est vous qui le dites, vous êtes avocat. Oui. Donc vous pesez vos mots. Il ne fait que lire et donner un avis. Ce qui n'est pas prévu par la loi. Mais il y a une circulaire qui organise les choses, qui autorise les chefs de juridiction à pratiquer, à le faire. Et cette situation, c'est depuis des années. Moi, j'ai fait 10 ans dans le barreau. En tout cas, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais lu une telle circulaire. Pourtant, ça se fait. Il y a des décisions qui sont rendues. Bon, c'est ça le comble. Peut-être qu'il faut prendre les choses dans les deux côtés. Le chef de juridiction est là, comme sur le plan administratif, comme chef hiérarchique de tous les juges ou de tous les magistrats affectés dans sa juridiction. C'est ça son rôle. Sur le plan administratif, il peut constater une faute disciplinaire à charge des magistrats, des juges, ouvrir un dossier disciplinaire à sa charge ou une enquête, ou, au besoin, interdire les magistrats. Mais son rôle n'est pas de donner ou de relire un jugement ou une décision qui a été prise par la composition en délibéré
et deux fois de la remettre à cause. Non. Mais maître Jean Kopané, vous reconnaissez au chef de juridiction le droit de dispatcher les dossiers aux magistrats pour étude, pour statuer, mais vous ne leur reconnaissez pas le droit de relire ou de contrôler ce que ces magistrats ont produit comme travail. C'est contradictoire, non? Non, pas du tout. Les activités ou le fonctionnement d'une juridiction est prévu par la loi. Je reconnais que le chef de juridiction est le chef hiérarchique sur le plan administratif. Mais sur le plan juridictionnel, lorsqu'il faut suivre, instruire un dossier dans une dossier public, clôturer les débats, prendre l'affaire en délibéré, il n'y a que la composition qui a connu l'affaire qui peut le faire et puis rendre la décision. Bien que le chef de juridiction a le pouvoir de dispatcher ou de répartir les dossiers, parce que oui, c'est lui le chef sur le plan administratif, je le dis bien. Lorsqu'un dossier hâte, lui connaît, il a combien de chambres dans sa juridiction, alors quelle est la chambre qui doit connaître de telle ou telle autre affaire. C'est ce que j'ai dit, les visas dans le sens de ne pas être ignorant de ce qui se passe dans sa juridiction, ça se comprendrait dans le sens qu'il jette un coup d'œil sur la décision avant qu'elle ne soit prononcée par la composition. Mais là où le bas blesse, c'est lorsqu'il remet à cause la décision. Il peut le faire pendant une plénière, parce que ça se fait. Voilà. Donc si les chefs de juridiction estiment que la composition a pris une position qui pose problème, qui n'a pas respecté certaines dispositions légales ou qui viole la loi, ou la composition a pris une décision par des considérations qui ne sont pas assises sur des dispositions légales, il peut demander soit à la composition de ne pas prononcer, de ne pas rendre la décision et soumettre les projets de la décision dans une plénière. Dans ce cas, dans la plénière, on invite tous les magistrats ou toutes les chambres réunies, on soumet la question. En violant le secret de délibéré, alors dans ce cas. Bon, oui, parce qu'il y a effectivement d'autres lois. Il y a des lois qui prévoient des plénières, comme par exemple le cas du Conseil d'État. Devant le Conseil d'État, la loi qui organise le Conseil d'État prévoit expressément qu'il y a d'autres matières qui peuvent être renvoyées en plénière. Maître Jean Kopané Makambo, est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui de la qualité des décisions judiciaires rendues dans différentes affaires en République démocratique du Congo? Beaucoup de plaintes. Et s'il n'y a pas un regard hiérarchique sur un certain nombre de choses, ça sera de l'anarchie. Déjà que l'administration de la justice pose encore problème en ce qui concerne les problèmes de partialité, mais là, il s'agit de la qualité des décisions judiciaires qui sont rendues. Ça éviterait aussi beaucoup de problèmes. Moi, je prendrais la position contraire à celle-là, parce que l'anarchie résulte des pratiques contre la loi, des pratiques qui ne sont pas prévues par la loi. C'est ça l'anarchie. Donc, pour que nous ayons de bonnes décisions, c'est lorsque les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. C'est ça. C'est-à-dire, lorsque les juges, c'est aussi même le corollaire de l'indépendance du juge, qui ne peut pas subir un dictat de qui que ce soit. Même le chef de l'État ne peut pas donner injonction à un tribunal de prendre une décision dans telle direction, dans tel sens, non. Alors, même le chef de l'État n'a pas aussi cette compétence-là. Il n'y a que la composition qui peut le faire. Mais, depuis que cette pratique existe, madame, est-ce qu'il y a déjà, c'est ce qui a fait qu'on puisse constater, comment dirais-je, une évolution positive? Au moins, il y a quelqu'un qui a un regard sur le travail de ses collègues assez régulièrement.
La question est reformulée comme si, est-ce que la qualité des décisions judiciaires rendues dénote aussi de la qualité même des magistrats qui rendent ces décisions? Et c'est tout ça qui fait un peu la situation même de la justice du pays qui ne marche peut-être pas comme certaines personnes l'estiment. Donc c'est peut-être ce qui justifierait cette pratique des visas, en fait, visas au regard des chefs de juridiction sur le travail de leurs collègues. Bon, la qualité... Parce que vous avez parlé des juges et au niveau du parquet aussi, au niveau des parquets, quand les magistrats lancent des réquisitions, il y a toujours leur hiérarchie qui donne toujours un visa. Bon, du côté parquet, le parquet effectivement est tellement hiérarchisé. À tel point que les dossiers qui entrent au parquet sont avant tout les dossiers du procureur. Je ne sais pas qu'on soit au niveau du parquet près les TGI, ou les parquets près les tripets, ou les parquets près la cour d'appel. Les dossiers sont avant tout les dossiers du procureur général. Alors, comme lui ne peut pas tout faire seul, il les dispense effectivement à ses collaborateurs. Alors, il est tout à fait normal qu'avant de prendre une telle décision, qu'on puisse d'abord faire rapport au procureur. Et de ce côté-là, il n'y a pas d'indépendance des magistrats du parquet? Les parquets, depuis longtemps, les parquets, c'était corps hiérarchisé, à tel point que les magistrats du parquet... Les tribunaux aussi? Non, là les tribunaux, c'est-à-dire que le parquet a un contrepoids. Lorsque le parquet prend une position qui n'est pas du tout légale ou qui ne vous plaît pas, il y a un lieu qu'on peut corriger. Le lieu, c'est devant le tribunal. Vous pouvez tout faire pour demander à ce que ce dossier soit envoyé à fixation. Et là, démontrer que le parquet a mal fait son travail, alors le juge peut corriger. Mais lorsque... Parce que, madame, ici, la justice, c'est surtout les décisions des cours et tribunaux. Oui, les parquets, dans les affaires, parce que les parquets là, pour vraiment les affaires répressives, pour la matière pénale répressive, mais lorsque les parquets préparent... Non, le parquet n'est pas là pour la matière civile, non. Pour émettre des avis. Mais... Les avis, c'est lorsque le dossier est déjà au tribunal et que les parties donnent leur prestation, le parquet est là pour émettre un avis en tant que parquet. Ou il peut demander de sa communication pour faire un avis écrit. Alors cet avis-là ne lit pas le tribunal. C'est ainsi que nous disons, la justice, c'est vraiment le tribunal. On apprécie la qualité de la justice par rapport aux décisions rendues par les cours et tribunaux. Mais qu'est-ce qui vous dérange, clairement? Bon, ce qui nous dérange est que... En tant qu'avocat, bien sûr. En tant qu'avocat, parce qu'effectivement, nous sommes dans ces milieux, ça fait autant d'années. Et lorsqu'on plaide une affaire et que l'affaire a été prise en délibéré, vous passez au greffe pour vérifier si la décision a été rendue. Bon, vous suivez déjà dire que non, le dossier la composition est déjà finie. Le dossier, la décision serait sur la table du président pour les visas. Et ça peut prendre peut-être un mois. Le président n'a pas encore donné son visa, il faut attendre. Ça c'est même la torse. Nous disons que les choses se passent selon le respect de la loi. Alors, et les us et coutumes aussi, oui, font partie des... Je sais que parmi les sources des droits, voilà, à part la loi, qui est la source par excellence, et les principes généraux des droits, la jurisprudence et la doctrine, il y a aussi les us et coutumes. Mais les us ou les usages ou la pratique doit être une pratique qui ne viole pas la loi. C'est une pratique qui essaie de combler le vide. Alors, maître, ce qui est quand même anormal, passez-moi le mot, c'est quand vous, en tant qu'avocat, vous allez au greffe et on vous dit que le dossier se trouve à la table du président, vous attendez calmement 30 jours, en train de fulminer de colère dans les couloirs, au lieu d'entamer une action aussi légale pour faire rentrer votre client dans ses droits.
Non, nous le faisons. Lorsqu'un dossier, parce que la loi a tout prévu. C'est ce que nous disons que et les magistrats du siège, les juges, et ceux du parquet, et nous avocats, et nous sommes tous soumis à l'autorité de la loi. La loi prévoit un délai de prononcer. Lorsqu'une affaire a été plaidée, prise en délibéré, la loi prévoit un délai dans lequel le tribunal ou la cour doit rendre sa décision. Lorsque le délai est dépassé, nous, avocats, nous avons la possibilité, lorsque nous pensons que les droits de nos clients sont violés, attamés, nous pouvons écrire au président de la juridiction pour dénoncer les dépassements du délai d'y prononcer. Mais maintenant, pour ces comportements-là, malheureusement, ce sont les sanctions disciplinaires. Nous dénonçons. Maintenant, il revient au chef de juridiction, d'ailleurs, qui est bien fort pour donner le visa, il doit être bien fort, lorsqu'une composition dépasse le délai d'y prononcer, d'ouvrir un dossier disciplinaire et de sanctionner. C'est ça parce que, sur le plan pénal, par exemple, ou sur le plan des actions judiciaires, on peut initier peut-être une action à réparation, mais sur le plan pénal, il n'y a pas de disposition pour poursuivre les juges pénalement pour avoir dépassé le délai de prononcer. Donc le pouvoir revient à son chef, qui est le chef de juridiction, pour ouvrir un dossier disciplinaire. Effectivement, moi-même, j'ai assisté plusieurs juges qui ont été poursuivis disciplinairement pour avoir dépassé les délais d'y prononcer. Je les ai assistés au niveau... Et c'est resté sans suite. Ben non. Bon, je sais que il y a des sanctions parce que le juge que j'ai assisté était interdit. Était interdit par... Et ça, c'est une mauvaise publicité pour vous, hein, un peu plus vous... Ben non, je n'ai pas cité, je sais que je n'ai pas cité le nom du juge, ça c'est... Bon, je sais non, que c'est ça, la plupart des juges que vous avez assistés ont été interdits, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'obligation du résultat, c'est vrai. Mais non, pas du tout, au contraire. Ils étaient déjà interdits. Pas pour ça qu'ils vous avaient contacté. Non, ils étaient déjà interdits avant que je ne sois consulté. Alors lorsque j'étais consulté, je me suis battu par devoir des recours, et bon, ils ont été réhabilités. Alors aujourd'hui, Maître Jean Kopané, cette pratique est de plus en plus presque confirmée. Vous dites que ce n'est pas une pratique légale, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, à mon avis, je pense que si doit-on carrément supprimer la pratique des visas des chefs de juridiction, mais avec quelles conséquences et avec quel juge peut-on tenter cette expérience? Parce que c'est presque une manière de rassurer les justiciables par rapport aux magistrats qui seraient des têtes brûlées, qui se comporteraient librement en rendant par exemple des décisions à deux têtes où les deux parties ont raison. C'est des situations pareilles. Bon, moi, je que pense la population est en train de craindre aussi. Oui, moi je pense que la suppression ou le maintien, l'on ne peut supprimer que quelque chose ou abolir quelque chose qui existe légalement parce que comme c'est une pratique qui n'a pas une assise légale, moi à mon avis je pense que si l'on estime qu'on doit placer ou donner cette compétence au chef de juridiction, c'est mieux ayant le courage d'initier des projets modifiant les lois qui existent, par exemple. La loi organique. Oui, les lois organiques, où on doit insérer expressément cette disposition-là, que les chefs de juridiction ont le droit d'élire ou de remettre à cause une décision ou un projet de décision qui a été mais cela entre dans le cadre de leurs prérogatives. C'est tout à fait logique. Non, c'est-à-dire quoi? Comme c'est une matière qui n'est pas prévue par la loi, l'on souhaite, si l'on veut que ça puisse s'officialiser, alors, pas prendre, parce que les lois organiques, la matière, toutes les matières qui se traitent devant les cours et tribunaux, ce sont des matières qui relèvent de la loi. Alors, comme pour que
un tribunal puisse fonctionner, il faut une loi qui organise le fonctionnement. Et dans le fonctionnement, il y a une phase où on parle de délibérer et des décisions à prononcer. Alors, comme dans l'arsenal juridique congolais, la loi ne prévoit pas de dispositions qui donnent au chef de tribunal le pouvoir de viser. Parce que même lorsque nous partons lire les décisions au greffe, vous ne verrez pas les visas. Alors, maître, certains juristes estiment que cette pratique, parce que même si ce n'est pas légal, mais c'est une pratique qui vise à protéger aussi certains justiciables qui ne maîtrisent pas les rouages juridiques, donc qui ne maîtrisent pas la loi, contre des magistrats véreux qui les piégeraient dans des décisions qui leur sont défavorables alors que ces justiciables ont raison. Et s'il y a une autorité hiérarchique qui a un regard sur le travail de ces magistrats, ça aiderait beaucoup. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Les regards du chef hiérarchique, contre... ça peut passer, mais pas la modification de la décision par lui-même, par lui seul, non. Parce que la décision a été prise par un tribunal, une composition qui a des compétences reconnues par la loi. Alors le chef de décision seul ne peut pas modifier la décision prise par la composition. Les droits de regard, oui, peut-être inviter la composition, poser des questions. Est-ce que la motivation ici de la décision a été prise sur base de quelle disposition légale, par exemple? Parce que lorsque je vois les pièces du dossier, ça dit discuter avec peut-être la composition avant de prononcer. Mais remettre en cause une décision... Et selon vous, cette situation fait partie des raisons de la lenteur dans le rendu des décisions judiciaires? Effectivement, je l'ai dit tantôt. Hein? Lorsque vous apprenez que la décision traîne parce qu'il n'y a pas encore de visa, vous voyez ce que ça fait. Alors lorsque vous prenez la loi, vous dites, mais le visa, il est où? Même lorsque le décision est rendu, vous vous rendez au greffe, vous lisez la minute, il n'y a pas de visa. Visible, il n'y a pas de visa là où le chef a visé. Hein? Bon, moi je pense que ayons le courage. Mais moi, je pense que cette décision, si un jour on arrivait à légaliser cette pratique, elle serait dangereuse. Parce que sinon, on aura affaire, c'est comme si on a affaire d'abord à un tribunal, à une composition qui est visible, et à une autre instance invisible qui est le président de la juridiction. Ça sera un peu bon. Mais c'est toujours comme ça, c'est comme dans un ménage, non? Selon le code de la famille congolais. Le père serait le chef de la famille, mais en fait, c'est la femme qui décide. Alors là, la loi veut que le père soit le chef de la famille. Mais en matière de décisions à rendre devant les cours des tribunaux, la même loi dit que c'est la composition qui la rend et que le visa n'a pas sa place. Alors, on va terminer notre interview avec cette question, préoccupation de Justicia qui aimerait savoir, selon vous, pour arriver à l'établissement réel de l'état de droit, étant donné que la justice élève une nation, quelles seraient, selon vous, les pistes pour que la RDC puisse atteindre le niveau voulu des standards internationaux? Hier, j'ai échangé avec le bâtonnier Bossembe, du barreau de l'Équateur, qui est ici à Kinshasa. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il me dit, confrère, pour qu'un État puisse se développer, les piliers, c'est avant tout la justice. Si un pays a une bonne justice, les restes des domaines vont se développer automatiquement. Parce que, même moi, je sais que si je détourne, si on me nomme mandataire, je détourne, demain on m'arrête, je serai en prison, et on va me contraindre à restituer, à rembourser l'argent détourné. On va procéder à la saisie ou à la confiscation de mes biens. Il m'a dit que pendant le régime de Mobutu, la Cour suprême de justice avait annulé l'ordonnance du président Mobutu, prise contre les témoins de Jéhovah. C'est ça le courage là. Lorsque Mobutu était encore fort, vous savez. Bon. C'est ce que nous voulons, c'est-à-dire une justice décomplexée. Donc vous considérez que ce courage-là n'existe presque plus à ce jour? Moi je crois à la justice. Et je veux qu'on ne pousse pas, qu'on laisse les juges faire le travail. Il faut
que les politiciens arrêtent de donner des injonctions ou de faire pression aux juges. Et que nous aussi avocats, chacun, ça dit là où il est, chacun doit faire un effort pour aider les juges, pour aider la justice à bien fonctionner. Beaucoup de personnes vous diront qu'il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. On devrait d'abord améliorer les conditions sociales des magistrats en général avant de leur imposer aussi quoi que ce soit, non? C'est logique, non? Non, l'intégrité et puis l'honnêteté, ce n'est pas forcément une question d'argent ou de richesse. Hein. Nous avons connu déjà et qui vivent modestement. Même lorsque nous fréquentons les cours des tribunaux, il y a des amis qui vous disent, mais tel magistrat, bon, lui, chez lui, si vous avez un dossier, bon, lui, il dit les droits. Hein. On s'est dit comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui témoignent. En tout cas, tel, bon, nous pensons que même si, mais en tout cas, lui, il est comme ça. Bon, on peut vous donner, si quelqu'un n'a pas d'honnêteté, n'a pas de vertu, d'intégrité, de moralité, même si on lui donne le plus gros salaire du monde, il va continuer à se comporter mal. Mais si quelqu'un est intègre, même avec le peu qu'on donne, parce qu'il sait que le travail qu'il fait, c'est un travail important. Parce que l'essence même de l'état des droits, c'est lorsque les droits, c'est lorsque la loi est au-dessus de tout le monde. Moi, quelqu'un m'a dit que, bon, je n'ai pas, quelqu'un m'a dit qu'en Europe, lorsque un ministre, on lui annonce qu'il y a un magistrat qui est venu le visiter, il est mal à l'aise. Il est venu faire quoi? C'est ça. Donc, si un ministre doit avoir peur des magistrats, bon, la peur, pas parce que, bon, le magistrat, c'est un homme, mais le fait qu'il a le pouvoir de répression, le pouvoir de vous contraindre, de vous arrêter, de vous priver la liberté, lorsque vous tombez sur le coup de la loi, c'est ça, c'est ça. Quoique en Europe, les magistrats ne vont pas chez les justiciables, donc ce n'est pas logique non plus. Mais ça reste un exemple que vous venez de donner. Oui. Alors, en conclusion, quel est votre vœu pour la justice, maître? Je veux une justice forte, une justice qui ne se soumet qu'à la loi, une justice décomplexée, une justice qui va réellement mettre à pratique l'état des droits que nous tous, nous souhaitons qu'il soit effectif. Pas dans les discours seulement, surtout nous aider avec de bonnes décisions de justice. Même si nous disons que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, ça dit lorsqu'un juge se trompe, ça se comprend, peut-être que, bon voilà. Mais lorsqu'il oriente une décision dans un sens, il le fait de manière délibérée, sachant que ce n'est pas le bon droit, c'est là où ça fâche. Mais si c'est trop, parce que l'erreur est humaine, moi aussi je peux me tromper, c'est ainsi qu'on a prévu les voies de recours. Lorsqu'on y va en appel ou en cassation, le juge d'appel réexamine la décision et peut réformer comme il peut annuler. Hein? Donc l'erreur, oui. Mais des décisions orientées dans un sens ou dans un autre, délibérément pour des intérêts égoïstes, ça, c'est pas bien. Maître Jean Kopani Makambo, je vous remercie pour votre disponibilité. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat à la Cour avocat au barreau évidemment, avocat à la Cour, avocat au barreau de l'Équateur et de Kinshasa-Matete. Oui. Avec vous, donc, nous avons parlé des pratiques de visa instituées par les chefs des juridictions dans les cours et tribunaux. Et d'ailleurs, pour vous, vous estimez que c'est une forme de corruption, alors, pour clôturer? Oui, ben, forme de corruption, je ne saurais pas dire oui, mais sinon, une pratique à prohiber, une pratique à mettre de côté, une pratique à élaguer. Merci pour toutes ces précisions et pour votre disponibilité sur les plateaux de Justicia TV. C'est moi qui vous remercie.